Dans cette séquence vidéo, nous allons nous intéresser à un nouveau type de données, le type pointeur. Dans cette première séquence, nous allons vous présenter les pointeurs en général et un concept très relié, la notion de référence. Puis dans une seconde séquence vidéo, nous vous présenterons plus particulièrement la technique, l'utilisation des pointeurs en détail. Les pointeurs ont la mauvaise réputation d'être considérés comme difficiles, mais en fait, il n'en est rien. Vous utilisez déjà des pointeurs dans la vie de tous les jours, peut-être sans le savoir. Par exemple, quand vous avez un site internet qui vous intéresse, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez certainement pas, dans votre navigateur, recopier tout le site internet sur votre ordinateur. Vous ne faites pas la copie du site. Ce que vous faites, c'est que depuis votre navigateur, vous avez un signet, une adresse qui va pointer sur le site internet, lequel site internet existe toujours de façon indépendante. Eh bien, un pointeur, c'est pas plus compliqué qu'un signet dans votre navigateur internet. Ainsi, dans un programme, chaque fois qu'on voudra faire un lien, une référence vers un objet qui existe par ailleurs, c'est pas un site internet cette fois-ci, mais ça sera une autre variable, par exemple dans votre programme, vous utiliserez un pointeur ou une référence chaque fois que vous voudrez comme ceci, donc référencer, indiquer, faire un lien vers une autre variable de votre programme. Les pointeurs, entre guillemets, j'inclus pour l'instant sous ce terme générique les vrais pointeurs et les références, nous ferons la distinction plus tard. Les pointeurs, donc, dans un programme, servent fondamentalement à trois choses. Tout d'abord, ils peuvent servir de référence, exactement comme l'exemple du signet d'un site internet. Vous avez un objet, dessiné en rouge ici par exemple que j'appelle A, et vous voulez le référencer depuis plusieurs endroits de votre programme. Par exemple, si c'était l'exemple du site internet, A représente un site internet. Dans le navigateur, dans votre navigateur, vous avez un lien vers ce site. Dans le navigateur d'un de vos amis, vous avez encore un autre lien vers ce site. Dans un troisième navigateur de quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous avez un lien vers ce site aussi. Toutes ces utilisations ici, ces pointeurs référencent donc l'objet que l'on veut référencer. Ça, c'est le premier cas d'utilisation des pointeurs. Le deuxième cas d'utilisation des pointeurs, c'est ce que j'appelle l'utilisation pour la généricité. Le dessin est un petit peu symétrique du dessin pour les références. Ici, vous avez, disons, plusieurs objets que vous ne connaissez pas forcément au départ. Donc, par exemple, un objet A, un objet B, un objet C. Et vous voulez décrire, disons, de façon générique ces différents objets par un moment donné donc dans votre programme, et vous allez donc à ce moment-là utiliser un pointeur. Ce pointeur à un moment donné pointera par exemple sur l'objet A, puis à un autre moment à ce moment-là pointera vers par exemple l'objet B, et enfin à peut-être un autre moment dans votre programme, le même pointeur pourra pointer, indiquer un objet C. Un exemple de la vie courante, c'est par exemple si vous avez le numéro de téléphone d'un ami, vous le stockez dans votre carnet d'adresses, et puis si votre ami, donc, il a à un moment un certain téléphone, puis à un autre moment il change d'opérateur, il a changé de numéro, dans votre carnet d'adresses, vous allez changer le numéro de téléphone de votre ami pour le nouveau numéro. Voilà ce que j'appelle donc l'utilisation pour la généricité. On a de façon générique un pointeur qui décrit l'un ou l'autre ou un troisième objet possible au fur et à mesure que le programme va se dérouler. Le troisième cas d'utilisation des pointeurs est lui un petit peu technique. Il a à voir avec ce qu'on appelle techniquement la portée et la durée de vie. Donc la portée, je vous rappelle, c'est l'ensemble des lignes de code où un objet est défini. La durée de vie, ça va être le temps pendant lequel un objet existe en mémoire pendant que le programme se déroule. Illustrons à nouveau avec un petit dessin. Si je représente donc comme ça sur un axe horizontal le temps où le programme se déroule. Évidemment, le programme va exécuter à un moment donné une certaine portion de code qui était comprise entre accolades. Si dans cette portion de code, j'avais par exemple une variable de type entier que j'avais déclarée, donc par exemple A, alors la durée de vie de cette variable va être égale au temps d'exécution de sa portée. Sa portée, vous vous souvenez, c'est le bloc dans lequel elle a été définie. Et si je regarde donc le déroulement du programme au cours du temps, la durée de vie de cette variable va donc être ici égale au temps d'exécution de sa portée. Le compilateur va terminer
l'existence, va supprimer la variable du moment qu'il n'en a plus besoin, c'est-à-dire du moment qu'on a terminé sa portée. Eh bien, si techniquement, vous voulez augmenter la durée de vie d'un objet, alors on verra techniquement plus tard comment, mais vous voulez décider qu'un objet commence à être disponible dans votre mémoire à partir de cet instant-là, et puis à une durée de vie donc qui est plus grande que sa portée, à ce moment-là, vous allez être dans ce qu'on appelle l'allocation dynamique. C'est le troisième cas d'utilisation des pointeurs. Donc, pour résumer, les pointeurs servent fondamentalement à trois choses. Soit un objet peut être référencé depuis plusieurs endroits avec des pointeurs, soit on va avoir un même pointeur qui lui-même va pointer à différents moments vers différents objets, soit on veut vouloir gérer nous-mêmes la mémoire, le temps de vie des objets en mémoire et utiliser ce que l'on appelle l'allocation dynamique. Ces trois raisons d'utilisation des pointeurs ne sont pas exhaustives et on peut vouloir en combiner plusieurs, mais ce qui compte surtout, c'est d'avoir bien présent à l'esprit la raison ou les raisons pour lesquelles vous voulez utiliser un pointeur dans votre programme. En C++, et surtout depuis la nouvelle norme C++ 2011, il existe en fait trois sortes de pointeurs, entre guillemets. Il existe les références qui ne sont pas strictement parlées de vrais pointeurs, elles sont même en fait assez fondamentalement différentes des vrais pointeurs, en ce sens qu'elles sont gérées complètement par le compilateur. Et ce sont donc des objets très sûrs qui ne sont pas manipulés par le programmeur lui-même, mais par le compilateur. Ensuite, nous avons, depuis la nouvelle norme C++ 2011, des pointeurs intelligents, ce qu'on appelle des smart pointers. Et puis enfin, nous avons les anciens pointeurs hérités du langage C, ancêtre du C++, qui sont vraiment les pointeurs très puissants, les pointeurs à tout faire. Ce sont donc ceux-ci qu'on appelle simplement pointeurs quand on ne spécifie pas plus particulièrement de quelle sorte de pointeur, entre guillemets, il s'agit. Avant de rentrer dans les détails de chacun de ces nouveaux types, la question qu'on peut se poser, c'est lesquels devons-nous utiliser dans quelle situation? La règle générale est d'utiliser des références chaque fois qu'on le peut et d'utiliser des pointeurs quand on le doit. Reprenons tour à tour les trois situations d'utilisation des pointeurs. Dans le cas numéro 1 où on veut utiliser des pointeurs pour des références, bien sûr, dans ce cas-là, vaut mieux utiliser des vraies références à ce moment-là plutôt que des pointeurs. Ou alors, on peut utiliser aussi des pointeurs à la C, puisque ces pointeurs sont universels et peuvent servir à tout. Mais en tant que programmeur débutant, si vous avez le choix et que vous êtes dans un cas d'utilisation donc de référence, alors utilisez des références que nous allons détailler juste dans la séquence qui suit. Si jamais vous êtes dans le cas d'utilisation numéro 2, c'est-à-dire que vous voulez utiliser un pointeur générique qui décrit de façon générique différents objets possibles que vous ne connaissez peut-être pas encore, alors à ce moment-là, ce qu'il faut utiliser, ce sont des pointeurs à la C. Mais il existe aussi un autre cas particulier où les objets en question qu'on veut décrire de façon générique, je les avais appelés A, B et C dans l'exemple précédent. Donc supposons que ces objets existent déjà. Et supposons justement qu'ils aient été du coup stockés, puisqu'ils existent déjà, stockés dans un tableau. À ce moment-là, il n'y a même pas besoin du tout de pointeur, on peut simplement utiliser les index, les positions dans ce tableau comme décrivant de façon générique, donc par exemple par un size TI, comme décrivant de façon générique, si i vaut 0, ça décrira A, si i vaut 1, ça décrira B, si i vaut 2, ça décrira C. Donc il est bien aussi d'avoir présent à l'esprit que cette possibilité-là peut aussi exister en rajoutant une structure de données supplémentaire, ici un tableau. On arrive aussi, si tant est que les objets existent déjà au moment où on crée le tableau, ou alors qu'on peut les rajouter au fur et à mesure dans un tableau dynamique par des pushbacks et des popbacks, à aussi donc décrire de façon générique avec une abstraction de plus qui est l'index de l'élément dans le tableau plutôt que l'élément lui-même. Mais si vous voulez vraiment des pointeurs, donc dans ce cas d'utilisation numéro 2, alors ce seront des pointeurs à la C qu'il faudra utiliser. Dans le cas d'utilisation numéro 3, pour faire de l'allocation dynamique, alors là, il faut bien sûr utiliser vraiment que des pointeurs, ils sont faits pour ça. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser C++ 2011 et les pointeurs intelligents, ce qu'on appelle aussi les smart pointers, parmi lesquels je vous recommande surtout commencer par Unique Pointer, qui sera détaillé donc dans une séquence vidéo suivante. Voilà donc pour les différents cas d'utilisation de toutes ces sortes de pointeurs entre guillemets. Les séquences vidéo suivantes vont maintenant entrer dans les détails tour à tour des références, des pointeurs à la C, puis nous finirons par les pointeurs intelligents de C++ 2011.